Bang bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Michel Sasson. Michel Sasson est consultant en innovation, enseignant et conférencier. Ses champs d'expertise sont l'innovation, la complexité et le problem solving. Il enseigne l'innovation à l'École Polytechnique, EPITA, EGE Paris Campus Rabat, Orsay et dans cet épisode, vous l'avez compris, on va parler d'innovation. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Michel. Bonjour Ghislaine. Seriez-vous d'accord avec l'idée de Michel Crozier selon laquelle la société est bloquée ? C'était en 70 à la sortie de son livre intitulé La société bloquée. De nos jours, la société est-elle toujours bloquée ? Alors je crois pas qu'elle soit bloquée. Je pense que on a plus une approche aujourd'hui du paraître que du bloqué. Je m'explique. Finalement, dans une journée de travail, pour la plupart des gens avec lesquels je travaille, mes clients, les collaborateurs, le temps véritablement de création de quelque chose, de travail, ce temps-là s'amenuise. On a une activité qui augmente, on fait des réunions, des mails, on a beaucoup d'activités, mais le temps qui est dédié au fait de vraiment travailler, lui baisse. On est beaucoup plus dans quelque chose qui tourne à vide que quelque chose qui est bloqué. Donc voilà, on est plutôt en roue libre que en bloqué si on prend une image de vélo. Il s'agit de se réapproprier l'action, il s'agit d'être capable d'obtenir des choses, de faire quelque chose, et pas simplement de faire semblant de faire quelque chose en remplissant des cases et en écrivant des tableaux pour dire ce qu'on va faire dans la journée, puis après en remplissant les cases pour faire ce qu'on avait dit, et finalement produire assez peu. On peut dire que la société a changé de paradigme, notamment à travers l'hyperconnectivité des individus et l'arrivée de l'intelligence artificielle. À quoi peut-on s'attendre dans le futur ? J'ai pas un fond absolument optimiste, nonobstant, l'IA c'est peut-être une chance. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que si le paradigme dans lequel on évolue, pour moi, il date des années 80 et c'est l'âge du process. C'est le moment où on a eu en même temps trois choses qui sont arrivées, l'informatique individuelle, donc le PC, les process, donc tout ce qui a un rapport avec ISO, CMMI, et le management à l'américaine dans un fonds libéral économique. On a eu ces trois choses qui ont fait système et qui, globalement, ont essayé de transformer tout ce qu'on faisait en process. C'est-à-dire que, je sais pas, avant, il y avait des boulangers qui faisaient du pain et ils arrivaient le matin, ils avaient leur farine, ils avaient de l'eau, ils avaient du levain et ils faisaient du pain avec ça. Aujourd'hui, on a un process, c'est-à-dire qu'on a des règles de voici l'ensemble des gestes qu'il faut faire à tel moment, de telle façon, qui vont être contrôlés, vérifiés, et ça fait toujours du pain à la fin. Mais on n'est plus dans la même logique. Et tout ce qui était de l'activité globalement dans les usines avait été mis en process dans les années 20-30 aux États-Unis, dans les années 50 et à 80 dans le reste du monde avec le taylorisme. Et en fait, on a eu une taylorisation des activités intellectuelles, y compris du commercial qui était terriblement humain et qui est devenu process. Enfin, l'ensemble des activités humaines sont devenues dans nos sociétés des activités qui sont mises en process. La seule certitude que j'ai, c'est que tout ce qui est mis en process sera automatisé. C'est très simple, à un moment donné où on est capable de décrire l'ensemble des étapes d'une action, eh ben cette action peut être faite par un robot, que ce soit un robot physique comme dans les usines automobiles, ou que ce soit un robot logique comme en intelligence artificielle. Quand on est passé de l'ouvrier qui travaillait durement à la chaîne au robot qui a commencé à remplacer cet ouvrier-là, tout le monde s'est félicité. Alors tout le monde, on va être clair, c'était les classes supérieures, c'était les gens qui avaient fait des études, les gens qui étaient dans une position de domination, dirait-on aujourd'hui. On a trouvé qu'on libérait de l'intelligence puisque, à un moment donné, le corps était moins enchaîné. Aujourd'hui, on a exactement le même mouvement sur les positions supérieures, sur le travail de l'architecte, sur le travail du professeur, sur le travail de l'avocat. Et alors là, on a une approche de peur, de crainte, de c'est pas possible, c'est dangereux, c'est affreux et tout ça. Et ce que je pense, c'est que peut-être qu'au contraire, ça va nous permettre de nous délivrer. En fait, l'innovation, disait Schumpeter, c'est à la fois une destruction créatrice. Donc, on détruit l'ancien monde et on crée un nouveau. C'est souvent un peu mieux, mais c'est pas la même chose en mieux. C'est différent. Et là, on va vers un monde différent, c'est-à-dire un monde dans lequel tout ce qui est répétitif, et donc que je dénonçais tout à l'heure en disant qu'on est dans l'activité, dans les mails, dans les réunions, dans les choses qui sont à faible valeur ajoutée, peut-être qu'on pourra avoir une valeur ajoutée supérieure. Je peux prendre un exemple.
Je travaillais avec une entreprise qui faisait de l'intelligence artificielle et qui est mandatée par un organisme français qui doit vérifier si dans les constructions d'immeubles, on a bien utilisé le bon nombre de boulons, de clous, de vis et tout ça pour faire l'immeuble. Et en fait, c'était un travail très très répétitif, déclaratif. Donc les entreprises qui faisaient les travaux envoyaient en disant bah voilà, nous on a acheté 200 vis, on a mis en place avec 400 boulons et tout ça et tout ça. Pas très intéressant, pas très qualitatif, mais nécessaire pour avoir des standards de qualité. Arrive l'intelligence artificielle et en fait, ce travail-là est fait de façon incroyablement, on est à x20 en termes de vitesse, on a besoin de 20 fois moins de personnes donc pour pouvoir faire le travail et avec un taux d'erreur très très faible. Bon, et là, l'organisme se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on vire tout le monde, c'est quoi la logique ? Et là, il faut repenser le modèle économique. Et cet organisme s'est dit mais on sert à quoi en fait ? Nous, on sert à vérifier que les maisons tiennent debout. C'est ça notre métier. Et ben, plutôt que d'avoir des gens qui passent des journées devant un ordinateur à faire clic, clic, clic pour vérifier qu'il y a bien le nombre de vis et de boulons, si on allait sur le terrain, si on envoyait ces gens-là pour vérifier pour de vrai, donc on sort du déclaratif pour entrer dans le réel, et pour accompagner les projets, pour être sûr que les normes soient respectées et pas que les gens ont dit qu'ils respectaient les normes. Et je pense que c'est ça le passage intéressant avec l'IA, le passage de tâches très répétitives et inutiles à des tâches utiles, mais pour d'autres fins dans un autre modèle économique. Prenons le réseau échelon, les GAFAM et Elon Musk avec une touche des révélations de Snowden. Si on prend en considération l'IA, voire le métaverse et l'hyperconnectivité des individus, et on se projette en 2050, en admettant les zones d'incertitude, dans un raisonnement de cause à effet, quels sont les effets que l'on peut voir d'emblée ? Alors on peut les voir aujourd'hui, on n'a pas besoin de se projeter en 2050. On a aujourd'hui avec notamment avec SpaceX, avec Elon Musk, une responsabilité sur la conduite de la guerre de la guerre de libération des Ukrainiens contre les Russes. Et à un moment donné, en coupant le réseau, il a empêché une attaque des drones sous-marins contre la flotte russe. Donc il y a un individu dans une entreprise privée qui a pris une décision qui est militaire, géopolitique et militaire avec un enjeu planétaire. Donc on y est déjà. On est dans quelque chose où on est tous en lien, on est tous connectés, on voit les choses en direct, pour le meilleur et pour le pire, et où les acteurs privés prennent une place qui est incroyablement plus importante et quelquefois qui entame la souveraineté des États et la capacité de prendre des décisions collectives. Le problème que j'ai, c'est que quand j'accepte d'avoir une Tesla ou d'utiliser un des services de monsieur Elon Musk, je n'ai pas voté pour monsieur Elon Musk pour qu'il choisisse le destin militaire d'une guerre qui nous affecte en Europe. Il y a là quelque chose de l'ordre d'un déni démocratique et de la nécessaire reprise en main par le politique. En même temps, bizarrement, j'ai le sentiment que cette reprise en main est en train de se faire. C'est-à-dire, ou du moins, il y a des velléités. Aujourd'hui, on a complètement changé de paradigme. D'abord sous monsieur Trump, pendant le Covid, où on est reparti à l'État-providence, puisqu'il y a eu une injection massive d'argent directement pour faire une relance économique, et plus encore sous monsieur Biden, avec l'ensemble des plans anti-inflation, qui font que le politique décide et redécide d'une façon ou d'une autre, et les règlements européens, même s'ils sont maladroits quelquefois, la volonté de dire quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux GAFAM, par rapport aux positions dominantes, le fait que Google doive se retrouver face à l'administration américaine pour justifier de sa position dominante, le fait que TikTok soit mis en cause, le fait que en France, je pense que c'est une bonne idée que Huawei ne rentre pas dans le projet des smart cities, soit évincé de Paris notamment, me semble absolument indispensable. On devrait regarder l'exemple de Valenciennes, où l'entreprise chinoise invasive, dépendante d'un État totalitaire, a installé gratuitement l'ensemble d'un système de sécurité qui fait que qu'en gros, les Valenciennois sont peut-être plus en sécurité, mais sont aussi espionnés légalement de toutes les façons possibles. Merci Michel. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao. Double Bang Company.